Bonjour à tous, j'ai la difficile tâche d'essayer de vous réveiller en ce créneau de sieste du 3e jour du Brestcamp. On est là aujourd'hui pour parler d'Elasticsearch et plus précisément des data streams dans Elasticsearch. Qui suis-je très rapidement? Je m'appelle Maxime, je suis développeur freelance, je me considère souvent, je fais des trucs et des bidules, essentiellement dans le monde du Java, Spring et pas mal dans Elasticsearch. Je fais aussi de la formation pour les pros sur ces sujets-là. J'essaie de participer aux communautés comme le Brestcamp, l'Agile Tour, etc. Dans l'orga ou en tant que corateur quand je peux. J'ai intitulé la présentation « Un condensé de bonnes pratiques pour vos données temporelles ». Et du coup, qu'est-ce que c'est des données temporelles? Vous êtes tous au courant dans nos sociétés modernes que de la data, on en a partout. Vous en avez dans votre montre, ça se trouve dans votre poche, dans votre téléphone, il y en a vraiment partout. Mais de la donnée, il y en a de la donnée temporelle. Du coup, c'est quoi une time series? Comme pour toutes mes confs, je copie-colle à l'introduction du mob programming d'hier, c'est que je suis allé sur Stack Overflow, et du coup, j'ai pas trouvé un truc qui m'a plu, du coup, je suis allé sur Wikipédia. Et Wikipédia, qu'est-ce qu'ils disent? Une série temporelle ou série chronologique est une suite de valeurs numériques représentant l'évolution d'une quantité spécifique au cours du temps. C'est là qu'arrive le côté temporel. Très bien. Du coup, j'ai lu ça, j'ai fait OK. Du coup, je suis allé voir autre chose. Je suis allé voir Oracle. Ils disent plein de trucs intéressants, blablabla. Ils disent ensuite il peut s'agir de mesures de serveurs, de surveillance des performances des applications, de données de réseau, de capteurs, d'événements, de clics, de transactions, de nombreux autres types de données, de trucs, de bidules. Du coup, j'ai vu des trucs et des bidules dans ma tête, j'ai fait c'est pour moi. Let's go, on va parler time series. Les données d'une time series, plus sérieusement, qu'est-ce que c'est? C'est des données qui sont horodatées, donc c'est le côté temporel. C'est beaucoup de petites données qui sont très souvent immuables, 99,999% du temps. Généralement, elles sont éphémères, dans le sens qu'elles ont du sens pendant une minute, une semaine, un mois, un an, ça dépend de votre business. On peu de valeur atomiquement. C'est que la donnée, à un instant T, a peu de valeur. Typiquement, là, il fait 24 degrés, j'ai 179 de BPM. C'est pas très intéressant tout de suite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ma moyenne du BPM à la journée. Par contre, elles ont une très très forte, c'est ce que je viens de dire, une valeur analytique. Par exemple, quelle a été la température moyenne par heure des quartiers piétons des 10 derniers mois? On pourrait faire ce genre de choses. Ça, on est sur de la donnée temporelle et de l'analytique derrière. On peut faire du beau dashboarding. Il y a des outils genre Grafana qui font ça très bien. Et évidemment, la suite élastique, puisqu'on est là pour parler de ça. Qu'est-ce qu'elles impliquent, toutes ces données de time series? Donc déjà, c'est une très forte volumétrie. Ensuite, comment on peut les requêter efficacement? Comment on peut les exposer? Et à qui? Doit-on les purger? Et comment on fait pour scaler dans tout ça? C'est vraiment les problématiques de tous les systèmes qui font de la time series. On est là aujourd'hui pour parler d'Elasticsearch. Elasticsearch s'inscrit dans une stack, ce qu'on appelle la suite élastique, la stack élastique, qui est composée historiquement de Elasticsearch, qui est le cœur, le moteur de recherche, qui est au cœur de la stack. On parlait pendant très longtemps, jusqu'à 2015-2016, de ELK, Elasticsearch, le moteur de recherche, Logstash, l'ETL, qui va alimenter les données, et Kibana, c'est l'application compagnon, qui va permettre de visualiser des trucs. Ça, c'est les gens qui font du front dans la salle, c'est pour vous le Kibana. C'est des trucs dans le navigateur, c'est fait en JS et tout ça. Et il y a tout un tas d'autres outils, notamment les bits, et on va parler des bits dans cette présentation, qui composent la stack. On parle de stack parce que c'est une stack logicielle. Si vous prenez Elasticsearch en version 8.3, vous prenez Kibana en 8.3, Logstash en 8.3, tout est release en même temps. MetricBit, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est un agent de transfert léger conçu pour les indicateurs. En gros, ça récupère des données sur votre machine, sur un ou plusieurs hosts, et ça les envoie sur un cluster Elasticsearch pour faire des métriques, comme son nom l'indique. C'est juste incroyable comme petit outil, c'est développé en Go, ça permet de récolter périodiquement les métriques. On va communiquer avec Logstash, donc l'ETL, ou un cluster Elasticsearch directement, se configure via des modules, et des modules, il y en a moult, et ça permet de charger automatiquement des dashboards dans Kibana, tout préconfiguré pour vous. Donc en gros, vous lancez les trucs, et ça fait des bidules, et ça marche. Et ça, c'est chouette. On va lancer quelques commandes avec le binaire, MetricBit Setup, donc c'est là où la magie va s'opérer. On va charger les configurations pour ES et les objets Kibana. Ensuite, on lance le binaire sur notre machine, et c'est bon. On peut aller consulter nos métriques dans des dashboards préconfigurés, type ça. Ça, si vous le faites sur votre machine, là c'est une overview d'une machine, non, de plusieurs hosts pour le coup, de 3 machines. Ça vous prend, sans mentir, avec les DL, 2 minutes 49, je pense, à mettre en place. C'est vraiment, vraiment
out of the box exceptionnel. Sartec, comme on dit. Un petit coup d'eau. Sauf que nous, avant de parler DataStream, on va faire une petite introduction sur les bonnes pratiques qui entourent les time series dans Elasticsearch. On va parler de metric bit, mais ce que j'ai appelé moi en version vanilla. C'est qu'en gros, j'ai pris le binaire et les configurations et j'ai un peu tweaké le truc pour qu'il enlève tout ce qui est fait pour vous de base. Donc en gros, j'ai tout déconfiguré. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va pousser donc, les fameuses métriques, donc ça je le garde en entier, dans des documents JSON, donc comme d'habitude, vers mon Elasticsearch qui tourne en local. Là j'ai un Elasticsearch déjà et un Kibana, et dans un index qui s'appelle mymetrics. Ok. Donc ça, hop, si je vais sur mon petit terminal, je vais le faire. Donc si vous êtes frustré parce que vous ne voyez pas, c'est pas grave, puisqu'on s'en fout une fois que j'ai fait ça. Hop, donc là, mon agent, il est démarré. Normalement, il envoie des métriques dans ma plateforme. Ma plateforme, eh ben, j'ai un Kibana en local, un seul nœud Elasticsearch en local, donc on n'est pas sur de la prod, etc. On est là pour faire une petite démo tous ensemble et passer du bon temps. Hop. Sur le Kibana, donc l'application compagnon, ça vous permet de faire plein de choses, vraiment beaucoup de choses. Nous, on va essentiellement utiliser le DevTools. C'est votre IDE en gros quand vous faites du Elastic. Vous allez pouvoir exprimer des requêtes comme si c'était des requêtes HTTP. Elasticsearch expose une API REST permettant de faire toutes les opérations sur le cluster. Cette API, ce DevTool vous permet d'exprimer des requêtes. Vous avez de l'autocomplétion, un petit historique en cache navigateur. C'est top. Si je lance ma query là, normalement, j'ai des choses. Cool. J'ai des documents dans mon cluster. C'est chouette. Mais est-ce que j'ai des documents dans mon index mymetrics? J'ai un index, donc ça c'est une bonne chose. Ai-je des documents? Oui, j'ai déjà 195 documents qui sont arrivés dans mon petit index. Là j'en ai 234, donc ça évolue au fil du temps pendant que je vous parle, parce que je suis en train de collecter des métriques sur mon host. Dans le premier dashboard que je vous ai montré, il y avait une jauge, un truc comme ça. Le jauge de la mémoire, fait entre 0 à 100. Vous pouvez mettre une petite alerte si vous avez envie dessus. Bon, on va essayer de la reconstruire sur notre index vanilla. Allons-y. Donc pour ce faire, je vais aller dans un autre onglet, ça va être plus simple. Je vais pour le coup aller dans la vue dashboard de Kibana qui vous permet de créer une visualisation. Il y en a plein, peu importe. Moi, je vais en créer une vanilla, donc from scratch. De quel type? Je vais prendre un truc qui s'appelle TSVB. C'est écrit pour vos données time series. Je me suis dit que c'était adapté. Du coup, je vais dedans. Je vais faire une métrique. Parce que je sais que je veux faire une métrique. C'est une agrégation. Alors, je vais peut-être mettre les bonnes données déjà. Hop, voilà. C'est une agrégation de type moyenne sur un champ. Pour le coup, celui-là, bon, je ne l'ai pas inventé. C'est la mémoire du système utilisée en pourcentage. Hop, voilà. Donc là, je pourrais faire un formatage pour faire 41%. Mais ce n'est pas très important, on s'en moque un peu de ça. Donc là, je sais que j'utilise 41% de ma RAM actuellement en moyenne sur les 15 dernières minutes. Non, sur les 4-5 dernières minutes depuis que j'ai lancé mon truc. Je peux le mettre dans mon dashboard. Donc là, ce n'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. On s'est trompé. J'ai pas fait que je clique sur ça. Hop, voilà. Quelle puissance, quel outil fantastique. Pourquoi je vous embête un peu avec Kibana, c'est que c'est un peu fort dès que vous avez des visualisations derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 95% du temps, on a ce qu'on appelle derrière une agrégation. Une agrégation, c'est un type de requête que vous pouvez exprimer sur vos données Elasticsearch. Quand vous faites inspecter sur une visualisation, si vous avez les bons droits, vous pouvez aller voir la requête, justement. Et la requête, la voici. La requête, qu'est-ce que c'est? C'est une agrégation. Je vous épargne les détails autour, mais de type moyenne sur le champ system.memory. En gros, c'est exactement ce qu'on a fait via l'IHM. Donc nous, on va la faire ici. Du coup, vu que je suis extrêmement feignant, je vais copier-coller ça. Typiquement, là, je vois que j'ai raté de prendre le commentaire. Du coup, je vais être déçu. Hop. Tac. Et je vais pouvoir exécuter ma métrique. Donc là, je demande à mon système d'effectuer une agrégation de type moyenne sur toutes mes données de l'index mymetrics. Hop, très bien. Et le résultat est de 0.41. Donc ça colle à peu près avec ce que j'avais dans ma visualisation. Donc ok, avec mon index vanilla, j'ai des choses qui arrivent, je suis en mesure de faire des agrégations. Bah, du coup, c'est bon, pourquoi s'embêter avec les bonnes pratiques? La traduction technique, c'est agrégation, un résultat.
Pourquoi ça fonctionne? Ben ça, c'est la philosophie d'Elastic qui, dans tous ces outils, par défaut, vous permettent d'avoir des outils ready to use. En gros, ce qu'ils font, c'est que pour vous, ils font du guessing. Ils essayent de deviner les choses. Ils vont essayer de deviner, OK, tu m'envoies dans ton payload JSON, c'est les objets, les documents qu'on reçoit dans un cluster, un type JSON numérique. Et bah du coup, c'est un numérique. Donc je vais mettre tout en place pour que tu puisses faire du numérique, pardon. Lors de l'indexation d'un document qui arrive dans un index qui n'est pas connu, on va créer un index qui est automatiquement tout créé avec des configurations par défaut. Donc ça, c'est cool. Puisque tout à l'heure, en plus, je vous l'ai montré en me trompant, mais j'ai un index myMatrix qui existe avec une configuration qu'on appelle le mapping. Et cette configuration, elle fait 840 lignes. Moi, j'ai rien fait du tout. Et ça m'a permis de faire mon agrégation, de faire ma jauge. Je peux partir en prod. À moi, les millions de dollars. Malheureusement, oh non, j'ai raté. Malheureusement, ça va pas forcément se passer comme vous voulez. Pour les champs de type texte, le template qui est généré pour le mapping, qui est généré pour les champs de type texte est une structure par défaut. Tout ce qui est chaîne de caractères va être analysé ou pas analysé, et dans ce cas-là, c'est et non analysé, par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en interne, vous allez avoir deux représentations de votre chaîne de caractères. Une qui est analysée. Qu'est-ce que ça veut dire analyser? On va voir ce que ça veut dire. Et une qui n'est pas analysée. Les champs de type analysé vous permettent de faire de la recherche full text, de la recherche à la Google. Genre, c'est bien le Breastcamp, vous cherchez ça sur Google, vous avez le site du Breastcamp, le talk de Greg au Breastcamp, tout ça, parce que c'est référencé par Google et c'est génial. C'est stocké dans un index inversé. L'autre type est le type keyword. Là, il n'y a pas d'analyse de texte. Donc, si vous indexez « c'est chouette le Breastcamp », vous indexez « c'est chouette le Breastcamp ». On va voir que ça a tout un tas d'impact. Ça est plutôt utilisé sur des filtres sur les valeurs exactes et les agrégations, on va y voir. Et du coup, on va cette fois-ci stocker dans l'index inversé et également dans les doc values. Hop, et ben je vais vous montrer rapidement 2-3 petits exemples de code d'analyse de texte pour que vous puissiez comprendre de quoi il en ressort. Très rapidement. Je vais coller tout ça là. Je vais lui demander là, c'est une API qui nous permet de simuler l'analyse de texte, de jouer une analyse standard, donc par défaut, sur la chaîne de caractères. Le Breastcamp, c'est super chouette, avec un emoji, parce qu'on est moderne. Et parce qu'avec la conf d'Unicode d'hier, on verra que je suis en train de détruire la planète et de faire fondre la banquise avec cette simple petite chouette. En résultat de cette analyse de texte, j'ai plusieurs ce qu'on appelle tokens. Le Breastcamp, c'est super, etc., etc. Et la petite chouette. Et vous voyez en fait qu'il y a eu des choses qui ont été faites. La casse a été enlevée. On a fait une découpe par défaut qui est toute simple sur les espaces. Ça, c'est la logique qui nous permet de pouvoir rechercher sur super. Et ce document va matcher. Donc ça, c'est la logique d'analyse de texte. Si je crée dans un petit index mydocs qui n'existe pas, le Breastcamp, c'est super chouette, juste un tout petit document. Je peux chercher. Donc là, c'est une query avec la syntaxe Lucene, du coup qui est une syntaxe Apache Lucene, j'ai écouté la keynote de ce matin. Je peux chercher sur mon document, dans la propriété titre, uniquement chouette, et j'ai ma propriété. Si je cherche dans la propriété title.keyword, donc la deuxième représentation qui a été générée par défaut, je n'ai rien. Puisque l'analyse de texte de title.keyword, c'est pas d'analyse de texte, c'est la chaîne en entier. Donc, si je veux retrouver mon document sur cette représentation exacte, il faut que je mette la valeur exacte. Là, vous allez me dire, le keyword, en fait, il ne sert à rien, on peut l'enlever. Et non, il a tout un tas d'intérêts, notamment pour les filtres, pour tout un tas d'optimisations. Et surtout, je m'embrouille dans mes slides, et surtout, pour les agrégations. Certaines opérations du DSL, le Domain Specific Language, donc en gros les outils à votre disposition, ne seront pas disponibles si le mapping n'est pas pertinent. Les agrégations, les filtres, la géoloc, tout ce genre de choses. Il faut préciser dans le mapping, donc créer votre propre mapping avant de faire votre indexation pour pouvoir faire vos opérations. Et là, vous allez me dire, c'est pas grave, puisque par défaut, il fait les deux. Ok, mais en fait non, parce que ce stockage superflu de valeurs, quand vous voulez analyser ou pas, aura plein d'impacts négatifs sur votre cluster. Les clusters Elasticsearch, on parle de centaines de téras, voire des pétaoctets de données. C'est des gros volumes. Et toute optimisation est hyper bonne à prendre.
Et notamment alimenter les structures inutiles dans les index inversés ou pas pour le texte analysé. Et inversement, côté non analysé, il ne faut pas le faire. Je remercie Laurent qui a relis ma présentation, je ne sais pas s'il est là, mais il m'a pointé une petite doc qui est très cool. Et j'ai trouvé ça que je ne savais pas. Là, en gros, ça vous dit que par mapping, l'overhead d'une propriété, c'est 1 kg de EP. C'est beaucoup. Le mapping de metric bit, historiquement, c'est 10 000 propriétés. Donc ça commence à faire un peu de volume. Donc là, en fait, on n'était pas bon, puisqu'on n'était pas en mesure de faire certaines opérations. Je vais illustrer ça avec des agrégations qui font badaboum et des agrégations qui fonctionnent. Tac. L'agrégation qui fait badaboum, c'est celle-ci. Donc là, je cherche une propriété qui s'appelle metric7.name, qui est une chaîne de caractères, faites-moi confiance. Et bien là, Elasticsearch nous dit gentiment de faire exactement ce que je vous ai dit avant, et ça c'est cool. Les champs de type texte ne sont pas optimisés, etc. Vous ne pouvez pas faire d'agrégation. Utilisez quelque chose, mais en fait non, parce que ça casse la mémoire, mais utilisez plutôt un type qui est le type keyword. Le type keyword vous permet de faire quoi? Des agrégations de ce type-là. Sur mes 2018, ça aurait été 2022, ça aurait été incroyable. Sur mes 2018 documents que j'ai actuellement, eh bien j'en ai 1115 qui sont dans la catégorie network. Donc j'ai fait une agrégation qui me permet de faire ça, de catégoriser mes documents sur une propriété. Donc 1115, 504, etc., etc. Ça va jusque-là? Ce qu'il faut voir, c'est qu'il est possible de modifier notre mapping. Donc ça, c'est chouette. Donc en gros, là, ce que je n'avais pas bien fait pour sauver la banquise et tout ça, je vais pouvoir le faire. Le truc, c'est que ce n'est pas rétroactif sur mes données. Mince. C'est pas grave, on a des outils qui nous permettent de réindexer nos données existantes dans un nouvel index. Faisons-le. Avec l'application, avec l'API, Reindex. On y va, avec du swag, évidemment. Donc, je vais évidemment tout copier-coller. Hein. Hop, je vais prendre ça également. Tac, hop, hop. Zoup. Ah ben non, je fais n'importe quoi là. Mon DevTools. Je vais supprimer tout ça, clac. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un mapping avant, en fait. Avant d'indexer mon premier document, je vais créer un mapping. Mais en fait, un mapping n'existe pas seul. Un mapping existe parce qu'il est lié à un index. Du coup, je crée un nouvel index, mymetrics v2. Et je lui crée juste une propriété qui est bien typée pour le coup. metric7.name, je lui dis que c'est un type keyword. Donc en gros, cette propriété, je ne vais pas faire de full text dessus. Je vais faire que de l'agrégation. Ça ne marche pas. Pourquoi donc? C'est terrible ce qui est en train de se passer. Du coup, je vais tenter un truc. Qui a touché mon cluster? Dénoncez-vous. Oh, c'est vraiment terrible. Je ne sais pas dans quel état je suis. Quelqu'un veut faire de la musique, un truc comme ça? Non. Ouais, mais non. Je suis déçu. Je me dis en plus que je suis pas sûr. Existe-t-il? Oh, c'est terrible. Oh, ce serait génial que ce soit ça. Allez, on va essayer de ça. Ouais, mais il ne m'auto-complète pas. C'est pas grave. Eh bien, imaginons que ça fonctionne. Parce que ce n'est pas l'intérêt du talk. J'ai un cluster qui n'est pas dans un bon état. Et je m'en excuse. C'est très dommage. Du coup, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais créé mon nouveau mapping avec juste cette propriété. J'aurais réindexé dedans et j'aurais réindexé mon index 1 dans mon index 2. Donc, il aurait pris toutes les données, réappliqué le mapping en fait en entrée et récupéré. Et du coup, appliquer la bonne analyse. Donc là, on aurait été dans un état... Ouais. Je ne pense pas. Non. Ça, c'est la commande des barbus. Ça m'étonne pas que tu dises ça, du coup. C'est la vue terminale. Mais, enfin bref, du coup, l'index aurait été créé correctement. On aurait pu faire notre recherche et notre agrégation directement sur notre champ. Donc là, on est bien. On a créé, hypothétiquement, un super mapping. Le problème de ça, c'est que vous avez changé votre nom d'index. Et quand vous faites de la manipulation de données dans Elasticsearch, eh bien, vous exposez vos données à quelqu'un. Un back-end, un
un front-end, peu importe qui, une autre application. Et là, vous avez besoin, non pas vous de faire une map, vous avez fait votre petit truc dans votre coin, vous avez besoin de faire une map, mais chez vos consommateurs. Vous êtes mes consommateurs, vous êtes déçus. J'ai pété mon truc, en plus ça marche pas, incroyable. Et vous devez faire une map. Du coup, là, vous n'êtes pas content. Mais moi, du coup, j'en ai rien à faire. Allez, salut. Revenons sur d'autres considérations. Un cluster Elasticsearch, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs nœuds qui communiquent entre eux, ils partagent un réseau. Le fait d'avoir plusieurs nœuds, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est des notions de scalabilité. La scalabilité va me permettre d'éparpiller mes données sur plusieurs machines, plusieurs ressources OS, de l'infra, de la mémoire, du CPU, tout ça. Ok, c'est la théorie. Comment les petites boîtes, là, les shards, eh ben, ce sont des shards. Les shards, c'est un fragment, une partition de l'index, de vos index. Et c'est ça que vous allez éparpiller. C'est ça la ressource, l'unité de sizing des clusters Elasticsearch. C'est ça qu'il faut, pas privilégier, mais c'est cette unité qu'il faut vraiment tuner. C'est elle qui gère la perf dans votre cluster. C'est elle l'unité, la granularité, elle est là. Il y a deux types de shards. Il y a les types de shards primaires, qui eux vont faire la scalabilité horizontale. Donc vous allez éparpiller les données de un gros index, par exemple, sur plusieurs nœuds, permettre de distribuer également les traitements. Il y a les shards réplica, eux, qui vont gérer la fault tolérance. Donc là, achat, si un nœud tombe, j'ai la donnée autre part. On va distribuer également les requêtes. Des bonnes pratiques de sizing, ça c'est pour vous à la maison. On met à peu près entre 10 et 50 gigas de données par shard pour les données de type time series. En fait, ça c'est hyper important. Ça, c'est une unité de sizing qu'il faut connaître. Et c'est ça que vous voulez toujours avoir dans votre cluster. Puisque qu'est-ce que c'est un shard? C'est un processus Apache Lucene. C'est un Lucene derrière. Parce que Lucene, c'est le moteur d'indexation. C'est lui qui contient les index inversés, les cache systems et tout ça. Et ce qu'il faut avoir également en considération, c'est à peu près une vingtaine de shards par gigaoctet de EP sur vos data nodes. Dit comme ça, vous n'y comprenez rien, mais c'est pas grave. Je partagerai les slides, vous les aurez, voilà. Gardez ça en tête. En termes de configuration, les réplicas, on peut les modifier à chaud, comme ça, c'est super. Et par contre, les primaires, eux, ne sont pas modifiables. Ok. Les petits réplicas, vous voyez, c'est ceux qui ont les petites flèches. Si vous voyez bien, le R2 ne sera pas sur le même nœud que le primaire 2, R0 avec le 0, le 1 pour le 1. C'est normal en fait, c'est pour la HA ça. C'est que si un nœud tombe, j'ai forcément un réplica quelque part d'autre. Tout ça c'est géré par un master, mais on n'a pas le temps de discuter de tout ça. Ce que je peux faire du coup, hypothétiquement, je vais juste vous montrer le DSL, du coup, on va pas s'embêter. De toute façon, on va dire le résultat n'importe peu. C'est le chemin qui est important. J'essaie de me sauver comme je peux. J'aurais pu tenter de modifier mon nombre de shards sur mon index métrique V2 et le passer à 3. Là, j'aurais eu une erreur de système. Il m'aurait dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas modifier tes shards primaires. Et là, on dit bah, pourquoi en fait? C'est vraiment dommage. Vous avez encore besoin de créer un nouvel index. Puisque vu que vous ne pouvez pas modifier vos shards primaires, si vous voulez passer de 1 shard primaire à 3 shards primaires, vous vous dites bah, moi, ma donnée, je vais être sur 150 gigas. Ou 500, vous faites la simple division que je vous ai donnée, à peu près une cinquantaine de gigas par shard, et hop, vous avez votre nombre de shards qu'il vous faut pour votre index. Du coup, bah ok, bah, je me suis trompé, je veux passer à 3, eh bien, j'ai besoin d'une map. Encore une fois, là, vous n'êtes vraiment pas content par contre. Et vous commencez à m'insulter en la langue que vous voulez, peu importe, je prendrai bien. Vous devez encore une fois mettre une map parce que j'ai changé mon index, je suis passé de V2 à V3 ou à V, désolé. Et là, il y a par contre une API qui va venir à votre rescousse, qui pour le coup a défoncé ma démo à moi, mais en vrai c'est plutôt cool. Ça s'appelle les alias. Donc vous êtes Dwight, vous êtes quand même hyper cool, et moi je suis Michael en dessous. Bon, pas tous les côtés de Michael, hein, mais je suis quand même aussi satisfait. L'intérêt des alias, qu'est-ce que c'est? On va cibler un ou plusieurs index. Les consommateurs, donc vous me pointez dessus, mais vers mon alias, et tout ce que je vais faire derrière, ça va être transparent. Que j'ai un index ou 5000, vous vous en moquez. Je vous expose mes métriques, my metrics. Tout le reste, vous vous en moquez, vous consommez un service. Et moi, si j'ai V1, V2, V19, etc., c'est pas très grave, vous consommez mon service et vous n'avez jamais d'interruption. Donc vous avez un alias. Comment est-ce que j'aurais pu positionner un alias? Imaginons que j'ai créé mon index V3 au-dessus. En fait, je peux vous montrer le VS Code, hein, je m'embête, mais... Hop. Je vais juste, pas donner la suite, enregistrer mon index
mymetrics v3 dans un alias qui s'appelle mymetrics. Et j'aurais pu également enregistrer dedans mymetrics v2 et mymetrics v1. Bon, vu que j'ai réindexé v1 dans v2 puis v2 dans v3, ça n'avait pas trop de sens. Mais l'idée est là. Moi, ce que je vous expose, c'est mymetrics. Quand vous allez attaquer mon serveur HTTP ou mon API HTTP, vous allez taper sur mymetrics. Et tout ce qu'il y a derrière, vous, c'est transparent. Du coup, là, on est pas mal. Puisqu'on a un bon mapping, on sait faire toutes les opérations. Vous pouvez faire de l'analyse de texte si vous voulez, des agrégations si vous voulez. Les pratiques de sizing, c'est OK. On a 50 Go max par shard. J'ai mis un alias. Bah, let's go. On part en production. Sauf que sur le chemin de la gloire et de la fortune, eh ben, j'ingère beaucoup de données. Puis beaucoup de données. Puis beaucoup de données. Jusqu'à ce qu'un petit chat arrive et que ce soit la donnée de trop. Pourquoi? Pourtant, j'ai bien dimensionné. Je suis allé voir la doc élastique, j'ai regardé que j'avais le volume par shard, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait une petite bombe qui était cachée sur le slide d'avant. Je n'ai pas trop insisté dessus, mais mon nombre de shards primaires n'est pas modifiable. Du coup, comment on fait? Puisque moi, mes données time series, elles arrivent tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, si j'ai un nombre de shards fixe, bah, je suis foutu. Je n'aurai jamais mon 50 Go par shard. Je vais dépasser 60, 70, 100, etc., etc. Donc là, en termes de scalabilité, on est vraiment pas bon. La technique, et qui existe déjà depuis très longtemps, c'est de créer des nouveaux index. Et je pense que c'est ce que vous faites déjà si vous utilisez du Logstash ou même les metric bits d'il y a quelques années, les bits en général. Vous faisiez déjà des index avec une granularité. Cette granularité était souvent temporelle. Année, mois, jour, peu importe ce que vous faisiez. Par contre, la technique là où on est très malin, c'est que ces nouveaux index, on va les enregistrer dans notre alias. Comme ça, c'est transparent. Moi, je crée des nouveaux index qui respectent tout le temps ma bonne dimension de sizing et je suis OK. Le nouvel index que je crée, automatiquement, devient l'index où on va écrire la donnée. Et les anciens index restent utilisés en lecture. C'est du read-only. Et sont là pour les donner à disposition. Super. Les index étaient souvent redatés, donc vous avez vu ce genre de choses, logstash, truc, avec la date du jour, ou peu importe la granularité que vous choisissiez. Donc là, je crée des nouveaux index. C'est chouette. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que toutes les X unités de temps, je vais devoir créer mon index avec le bon mapping, ça on l'avait fait avant, et les bons settings. Les settings, c'est les shards, les primaires, les réplicas, et évidemment tout un tas d'autres choses. Et je le fais quand, du coup? Tous les jours à minuit? Parce que si j'ai un index par jour, il faut que je me connecte à minuit pour créer l'index avec le bon mapping et les bons settings? Bah non, clairement. Alors soit vous avez des gens qui travaillent avec vous qui sont hyper souples, soit ça ne marchera pas. Donc, est-ce qu'on le fait manuellement? Évidemment que non. Est-ce qu'on le script? Évidemment que non, parce qu'il y a les templates. Les templates d'index, c'est fait pour ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une description, donc c'est un Uber mapping settings d'index, un template, un squelette. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que tout index qui n'est pas connu, qui respecte un index pattern, donc son nom, vous voyez ici l'expression, la mymetrics-étoile, utilisera le template, donc votre mapping et vos settings, et non les defaults. Donc vous aurez plus le mapping par défaut, vous aurez votre configuration de sharding et de sizing. Je peux vous montrer là une petite trame de template si vous voulez. Voilà, hop. Vous voyez, dans cet exemple-là, à partir de la ligne 240, exemple pour le mode programming, par exemple, vous avez un index pattern, mymetrics, etc. Vous l'enregistrez directement dans votre alias mymetrics. Et vous mettez un petit mapping, donc j'avais mis 2 champs pour l'exemple, et un nombre de shards primaires à 3. Bah, c'est chouette. Top. Mais en fait, non, c'est pas trop top. Il y a encore plein de limites à ça. Déjà, ce qui est pas bon, c'est que la création des nouveaux index, elle n'est pas ma responsabilité. Elle est la responsabilité de l'appelant, puisque celui qui m'envoie la donnée, c'est pas moi. C'est Logstash, MetricBit, votre application, un Kafka, peu importe, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas moi. C'est les outils qui envoient la donnée qui mettaient le nom d'index. Donc déjà, ça, on n'est pas cool. Comment on fait quand on a plusieurs appelants? Qui c'est qui a
la gérance de créer le nouvel index et de mettre la granularité, si c'est sur le même type de données, des logs d'application par exemple. Est-ce qu'on est sûr que notre volume de données est linéaire par jour? Est-ce qu'on sait qu'on va avoir 150 gigas par jour? Non. Typiquement, chez West France, quand il y a les élections, bah, c'est pas pareil que les jours où il se passe rien, les jours de Brestcamp par exemple. Du coup, on n'est pas bon. Et heureusement, parce que les ops sont là. Du coup, on n'est pas bon. Et évidemment, il y a encore une fois des outils qui viennent à notre rescousse dans le monde élastique, ce qu'on appelle le Index Lifecycle Management. Ça porte très très bien son nom. C'est là pour gérer le cycle de vie de vos index. Un petit coup d'eau. C'est une super API qu'il faut vraiment utiliser, qui va être extrêmement puissante pour gérer du coup le cycle de vie de vos index. Il y a plein d'opérations de transition, on ne va pas du tout rentrer dans les détails, mais sachez qu'elles sont là. On va permettre de spécialiser certains nœuds du cluster. Là, on va travailler au niveau des nœuds, de la topologie de nœuds, de la topologie de machines, des machines différentes. Des nœuds qui sont chauds, des nœuds qui sont tièdes, des nœuds qui sont froids, et des nœuds qui sont vraiment congelés. Si vous faites du AWS S3, c'est exactement la même chose. Vous avez des types de buckets. Plus c'est chaud, plus c'est cher, puisque l'infra est meilleure. L'infra est plus performante. Le hot warm cold architecture, ça se passe comme ça. Comment est déclenchée la rotation entre les phases? C'est au niveau du temps. Au bout d'un certain temps, les index, vos données, vont être déplacées dans une autre zone. Le prix à payer, c'est quoi? Eh bien, c'est la performance. C'est tout simple. Vous allez accepter qu'au bout de X jours, semaines, mois, peu importe votre business, votre donnée, elle est toujours présente, elle va consommer moins de ressources système, du coup elle vous coûte moins cher, mais je tolère, j'accepte de la récupérer en 2 secondes au lieu de 50 millisecondes. 2 secondes, j'exagère un peu. Du coup, on a plusieurs phases comme ça, jusqu'à arriver à la phase delete. Je vais vous montrer dans Kibana. Mince. Dans Kibana, vous avez une interface et vous pouvez tout faire également par API. Si vous faites de l'infrascode, etc., vous pouvez faire en API, déployer vos trucs automatiquement. C'est ce que je vous recommande de faire globalement. Mais vous avez déjà dans les Index Lifecycle Policies des policies déjà définies. Si on prend la 180 jours défaut, par exemple, hop, eh bien, elle définit 3 phases, la hot, la warm et la cold. Donc la hot phase, donc ce sont des nœuds, des machines, qui sont très performantes, qui vous coûtent très cher, mais qui vous permettent de vendre beaucoup de produits. Et du coup, vous êtes gagnant pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, vous allez aller dans une warm phase. Donc là, on va déplacer les données sur des nœuds moins performants. Et au bout de X jours, dans une cold phase. Donc ça, c'est le principe, hot, warm, cold. Et on pourrait rajouter une phase qui s'appelle delete. OK. Moi, il y a un truc qui me chagrine encore beaucoup là-dedans. C'est encore une fois, le critère de switch est temporel. Au bout de 2 jours. C'est pas ce qu'on veut en fait. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas maîtriser notre volume, notre masse de données. On ne sait pas dire qu'on aura 200 gigas par jour. Alors, on peut le dire sur certains systèmes, il n'y a pas de souci, mais il y a plein de systèmes qui ne sont pas du tout linéaires. Et là vient la rescousse, encore une fois, une autre API, qui est une déclinaison des Lifecycle Policies qui s'appelle le rollover. Et c'est cette fonctionnalité qui va vraiment nous changer la vie pour la gestion de nos index qui sont horodatés. C'est la capacité de faire du rollover, donc de créer un nouvel index. Donc c'est nous qui décidons déjà, c'est plus vous, même si je ne doute pas de votre capacité de décision soit incroyable. C'est moi qui décide que dès que j'ai un index, soit qui atteint une taille de charte primaire étrangement à 50 gigas, c'est les recommandations, ou bien que ça fait 30 jours, ça c'est pour des raisons business, je garde ma donnée chaude pendant 30 jours, eh bien, je crée un nouvel index. Mais automatiquement, je vais avoir une création de nouvel index dès qu'on atteint certains critères. Donc ça, c'est chouette. Et on peut les créer via l'API. Donc là, je vous ai mis un tout petit exemple. J'ai une policy avec une phase chaude, pour le coup, qui commence dès le début. Dès qu'on arrive à un des charts primaires qui a 50 gigas de données, boum, je déclenche un rollover, donc une création d'un nouvel index. Ce nouvel index, évidemment, va devenir l'index d'écriture, et le principe de l'alias va se mettre en place. Le même principe qu'on faisait manuellement avant, ou alors le critère de jour. Et ensuite, une fois qu'un des critères, ça c'est le critère des index, mais on garde notre hot warm cold architecture si on a envie.
On peut ne pas du tout le faire, hein. On peut juste garder tout le monde en hot toute la vie et juste faire le rollover automatique. Ça, c'est à vous de décider. Là, on est content pour de vrai, cette fois. On a un mapping au top. Le mapping, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de pouvoir utiliser vos données. Les bons types de données pour pouvoir faire les bonnes opérations, du full text, des agrégations, des filtres, tout ça. On a mis en place les bonnes pratiques de sizing. C'est-à-dire qu'on a au niveau du shard, qui est la donnée de performance d'Elasticsearch, toujours le bon volume, enfin au moins on essaye. On a mis nos alias, donc moi plus jamais je vais vous perturber avec mes problèmes techniques, comme pendant la conf. On a des templates, ce qui fait que on va automatiser notre création d'index, qui va être utilisé par le rollover. Ça fait beaucoup de transitions, hein. Par le rollover automatique. Et en plus de ça, si on est vraiment dans un système où on a besoin de perf et c'est important, on peut faire de l'ILM pour déplacer nos données dans des zones plus chaudes ou moins chaudes. Il y a même une autre zone dans l'ILM qui vous permet, qui s'appelle Frozen, pour le coup c'est une feature qui est payante pour l'instant, qui vous permet de faire, on va appeler ça un dump, de le foutre dans un S3 et de pouvoir rechercher dedans. Donc évidemment, vous vous rendez bien compte que ça coûte beaucoup plus cher en temps que de faire une requête dans Elasticsearch, mais c'est possible. Comme ça, vous sortez votre donnée de votre cluster, vous enlevez, je sais pas, 100 Tera, et vous pouvez permettre de faire ça. Le problème de tout ça, c'est que, à en juger vos têtes, c'est que c'est un peu long, fastidieux et pénible, et qu'on a beaucoup souffert avant d'arriver à cette solution. On utilise, je sais pas, 6 ou 7 ou 8 API différentes, et que tout est encore carrément artisanal. Fin de l'introduction. Je vais vous parler maintenant des data streams dans Elasticsearch. Bienvenue à cette conférence. Bon, je ne vais pas la faire pour de vrai. Qu'est-ce que c'est les data streams dans Elasticsearch? Eh bien, c'est arrivé en version 7.9, donc c'est relativement récent. C'est une petite année, je dirais un truc comme ça. Mais c'est déjà omniprésent dans les outils qui sont développés par Elastic. Donc en fait, dans les outils de la stack. C'est constitué d'un ou de plusieurs index cachés que l'on appelle les index hidden. Normalement, vous devriez avoir des connexions qui se font. C'est le moment de se réveiller. Les index sont générés automatiquement. Les index non courants sont read-only, donc c'est les backing indices. Une data stream se base obligatoirement, en gros, en gras, et j'aurais pu le mettre en italique parce que c'est moi qui ai fait slide, sur un index template. Et pourquoi on insiste là-dessus? Et j'ai une petite coche, parce qu'en fait, un index template, même si vous ne faites pas de la donnée time series, même si vous ne faites pas de data stream, le mec il est incroyable, je vous oblige à les mettre en place. Non, je ne vous oblige pas du tout, mais c'est vraiment une très bonne pratique. Mettez ça en place et combinez aux alias. Les alias, ça vous sauvera la vie un jour. C'est sûr et certain, si vous faites de l'Elasticsearch, donc mettez-les en place. Ça coûte 0. Le template, du coup, comme d'habitude, il contient le mapping et les settings. Les documents indexés doivent forcément avoir une propriété addTimestamp de type date, donc on est sur de la propriété horodatée, donc c'est fait pour de la time series. Et on doit forcément mettre un petit champ, bon c'est un peu technique celui-là, mais optype dans Elasticsearch, create, c'est-à-dire qu'on est obligatoirement obligé de faire une création. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les data streams sont immuables. Les données des data streams sont immuables, sont immutables, vous ne pouvez jamais y toucher. En réalité, ce n'est pas vrai. Mais via le point d'entrée de la data stream, c'est vrai. Si vous allez dans la mélasse, vous pouvez le faire. Comment ça fonctionne? Ça j'ai pris la doc. Je me suis dit pourquoi faire des slides quand il y en a des mieux que les miens. Vous avez une data stream, donc la logs data stream. À l'instant T, là, elle a 3 index. Il y en a 2 qui sont hidden, donc le 0001, 002. Vous voyez que là, on a un nom qui est horodaté, mais on a une finesse en plus. Et cette finesse en plus, si vous faites le lien, ça ressemble beaucoup à du rollover. Ces index sont read-only, sauf le dernier index, qui est write to only the latest index. Pourquoi j'ai lu mon slide? Je ne sais pas. Comment ça marche une data stream? Ça va être en plusieurs étapes, qui au final s'apparentent à tout ce qu'on a fait avant, mais dans l'autre sens. On va en fait créer une lifecycle policies. Comment je veux gérer mes données? Vous pouvez faire qu'une seule phase, la phase chaude, avec juste votre rollover. J'insiste sur le rollover, c'est vraiment ça qui va vous
vous garantir que vos shards vont être bien dimensionnés, et vous pouvez mettre plusieurs phases si vous voulez. Le hot warm cold, ce n'est pas obligatoire, mais le rollover, de mon point de vue, ça l'est. Donc vous créez votre lifecycle policy, hop, comme ceci. Là, automatiquement, qu'est-ce qu'on a mis en place? Des bonnes pratiques de sizing, du rollover automatique, et du coup l'ILM, parce qu'on vient de la créer. Ensuite, on va créer un index template qui utilise cette policy. Et là où les datastreams rigolent pas du tout, c'est qu'ils vont vous obliger à créer un index template. Et j'en profite du coup pour introduire la nouvelle API des index templates qui s'appelle les component templates. Les component templates sont venus à la rescousse de certains mappings qui étaient devenus hyper gros. Je parlais de metric bit, un truc comme 11 000 propriétés, 90 000 lignes de code. La définition en JSON de la structure des données, c'est fait beaucoup. Du coup, on peut créer des composants de templates que l'on va combiner, tout simplement. C'est juste des petits objets qu'on réutilise. Mais c'est une nouvelle API qui est assez récente également, qui va devenir le standard. Donc si vous utilisez des templates actuellement dans vos projets, commencez à vous intéresser à ça. Vous allez y être obligé un jour ou l'autre. Dans cet exemple, eh bien, je définis un petit component template juste pour mes settings, où je fais le lien avec la lifecycle policy. Et je crée mon vrai index template qui, du coup, respecte un index pattern, myDataStream. Sauf que cette myDataStream-là, il est très important. C'est vraiment le nom. Le nom est important. myDataStream. Très important. Vous pouvez mettre Toto, hein, mais dans mon exemple, ça c'est très important. Et il est composé de, là où vous voyez l'idée, de plusieurs bouts de template que vous recombinez. Ok, on a mis en place notre template. De facto, puisqu'on fait un template, du coup on a réfléchi à notre mapping, à nos settings et tout ça, donc on commence à être pas trop mal du tout. Ensuite, je vais pouvoir créer ma datastream qui match l'index pattern du template. Donc c'est là où le myDataStream a du sens, et a vraiment du sens. C'est vraiment le même. Enfin, ça match l'index pattern. C'est pas le même puisqu'il y a la petite étoile. Du coup, là, on est au top. Sauf qu'il y a un truc qui est toujours grisé. La datastream est l'alias. Je pense que vous avez fait le lien. Hein. C'est exactement tout ce que je vous ai expliqué avant toutes les bonnes pratiques qu'on faisait. C'est que les datastreams, de mon point de vue, c'est un peu réducteur évidemment, ce sont les nouveaux alias. À tel point que si vous respectez les bonnes pratiques actuellement, vous avez une API qui vous permet de migrer vos alias en datastream direct. Comment ça fonctionne? Les search requests, comme pour des alias avec un write index, de la même manière, vont être dispatchés sur tous vos index cachés, les backing indices de votre datastream. Donc vous êtes en mesure de requêter tout votre parc de données. Évidemment, si vous voulez aller plus finement sur juste une partie, vous pouvez le faire. Et les requêtes d'indexation vont aller sur l'index qu'on appelle courant, qui lui respecte le rollover que vous voulez mettre en place. Si vous voulez ne pas respecter les bonnes pratiques pour une raison qui vous appartient, vous pouvez le faire. Et du coup, votre rollover sera mis en place et vous indexerez les nouveaux documents, toujours dedans. Ensuite, la datastream, utilisez-la. Vous pouvez quasiment tout faire, sauf modifier via le point d'entrée de la datastream, ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez y indexer de documents, évidemment. Vos recherches, les filtres, les agrégations, tout le DSL, il n'y a rien qui change. Parce qu'au final, ce point d'entrée, ça reste un alias. Il n'y a rien qui change dans l'utilisation de cette datastream. Là où c'est plus outillé qu'avant, c'est qu'il y a des statistiques fines sur les datastreams. Combien de données vous avez indexées, des stats. Des statistiques sur la datastream pour voir où vous en êtes, combien de backing indices vous avez, roule l'état global de votre système. Toutes les API existantes, un reindex, update BigQuery, etc., sont disponibles dedans. De mon point de vue, les datastreams, c'est un condensé de bonnes pratiques qui étaient déjà existantes, mais qui étaient très peu souvent mises en place, on ne va pas se mentir. C'est pas du tout révolutionnaire de mon point de vue. En fait, il vous oblige un peu à mettre en place les bonnes pratiques tout en outillant autour, comme d'habitude. Elastic nous accompagne tout le temps à faire que ça fonctionne vraiment. J'ai appelé ça un cocktail d'outils existants et de bonnes pratiques. Ce qu'il faut bien avoir en tête, par contre, c'est que ça devient la norme pour l'ingestion des données temporelles
dans Elasticsearch, que Elastic là, est en train de revoir justement les agents metric bit, packet bit, etc. Comment ils vont faire pour les ingérer, revoir les mappings à tirer l'arigot et peut-être essayer de faire différemment. Donc ça devient vraiment la norme. Et du coup, comment ça marche metric bit? Parce que ça, je ne vous ai pas montré. En vrai, le vrai metric bit, il n'a pas trop servi celui-là. Alors vous n'allez pas rien voir pour l'instant, mais c'est pas très grave. Hop, je vais... Bon, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose en vrai. Quand vous avez une commande qui s'appelle metric bit setup, c'est cette commande qui va vous permettre de charger tout ce que je vous ai dit là. Les templates, les ILM, les lifecycle policies, en fait, toutes les configurations, c'est le binaire de metric bit qui les contient. Vous avez un index setup finish, il load les dashboards. Donc je l'avais déjà lancé en désactivant les trucs, donc il y a ce log là, mais peu importe. Là, il charge les objets Kibana qui vont vous permettre de tout avoir bien configuré. Elasticsearch, le cœur le noyau sans le metric bit, contient déjà des configurations par défaut. Des metrics-étoiles, des logs-étoiles. Vous pouvez les voir dans les configurations par défaut, les index management. Vous avez des data streams, donc je l'avais déjà lancé, donc je l'ai ici. Cette data stream, eh bien, vous avez des informations dessus. Quelle est sa lifecycle policy? Donc tout ça, en fait, c'est tout fait pour vous. Si vous faites du metric bit, évidemment. Si demain, vous voulez, pour vos données temporelles, mettre en place ce système, téléchargez metric bit, lancez-le. Vous regardez comment ils ont fait. Et vous faites pareil, vous adaptez, et vous aurez un condensé de bonnes pratiques déjà mis en place. Pareil pour les component templates, donc là on voit que j'en ai, encore une fois, moult. Hop. Metric bit depuis la version 8.x, donc qui est, depuis quelques mois maintenant, écrit toutes ces données dans une data stream. Donc là, sur mon poste, vu que je l'avais lancé, j'ai une data stream qui est configurée, avec du rollover, avec tout ça déjà mis en place. Et ben voilà, c'est bon pour moi. Assez d'internet pour aujourd'hui. On peut aller au café. Et puis merci de m'avoir écouté. Et j'espère que je vous ai donné envie. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Oh le salaud! Vas-y Greg, je vais répéter si tu veux. Oui, bonjour. Ah pardon. 1, 2. Ouais. Si, c'est bon. Bonjour, merci pour le débrief. Moi j'ai une question, comme je dis souvent, à la con. Les fichiers qui sont justement les data streams, comment tu les supprimes? Alors dans Elasticsearch, tu supprimes... Alors de quel fichier tu parles? Les documents? Les fichiers en point stream là. Alors du coup, ce ne sont pas des fichiers, ce sont des noms d'index. Du coup, tu peux supprimer ton nom d'index qui du coup ne s'appelle plus mymetrics, mais .ds le nom de ta data stream, etc. Ouais, c'est ça. Donc en fait, dans Elasticsearch, on va très rarement supprimer c'est la mauvaise pratique d'aller supprimer des documents unitairement. On va supprimer souvent un index. Et c'est pour ça que le côté granularité, d'avoir des index un peu éclatés, a du sens, puisque si on supprime des choses, enfin juste un petit bout, il faut pouvoir le faire. Si jamais tu as besoin de supprimer un ensemble de documents, tu as une API qui s'appelle delete by query, qui va te permettre de sélectionner un ensemble. Ouais, en gros, c'est ce que j'ai fait. Okay. J'espère avoir une solution moins barbare, puisque j'étais arrivé j'avais un trop grand nombre en fait, de fichiers. Ouais. Et arrive au bout d'un moment, Elastic bloque, il ne peut plus générer, ça bloque tout. Et le seul moyen de réussir à pouvoir en générer des nouveaux ou de les refaire, c'est de les supprimer. Et je voulais trouver une autre solution moins barbare. Eh bien, suppression d'index ou delete by query. Tant pis. Merci. Moi j'avais une question, merci pour ta presse. Tu as dit que quand on utilisait les templates, ça surchargeait le mapping par défaut. Ouais. Ça veut dire que si ton payload évolue et que tu indexes des propriétés pas connues, ce sera quoi comme comportement? Alors par défaut, il mettra le comportement par défaut.
Donc, si tu indexes un nouveau champ Toto, il va mettre le mapping par défaut. C'est quelque chose que tu peux désactiver pour te prémunir de, je sais pas, d'une attaque ou d'un comportement que tu veux pas. Tu peux mettre ce qu'on appelle ton mapping dynamique à faux. Lui dire, si tu n'es pas dans ma structure comme je la veux, eh ben on n'indexe pas. Donc tu auras un bon code d'erreur à gérer en entrée. Et tu ne dynamises plus ton mapping. Tu le figes complètement. Merci. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que le comportement par défaut, donc ça s'appelle les dynamic templates, vous pouvez créer les vôtres. Et ça, c'est hyper intéressant. Une expérience passée, on travaillait avec des data scientists. C'est pas toujours drôle. Il est où, Luc? Et du coup, ils nous filaient des champs, et en fait, il y avait ce qu'on appelait des annotations avec un libellé qu'on ne pouvait jamais connaître avant. Donc, tu vois, c'était annotation.pêche, framboise, etc. Donc, impossible de mettre dans mon mapping Elasticsearch toutes les flavors de la Terre. Et du coup, on a utilisé un dynamic template pour dire tous les champs de type string que tu ne connais pas dans ton mapping, qui commencent par annotation point quelque chose, eh bien, c'est tel mapping que tu utilises. Donc, vous pouvez aussi utiliser ces outils dynamiques pour les mettre à votre sauce. C'est tout à fait viable. Et puisque c'est pour faire après quelque chose dans les normes et avec le bon mapping. Désolé, Luc. Petite question, est-ce que c'est vraiment juste du sucre syntaxique qui a été mis par-dessus, ou est-ce que tu sais si les moteurs dessous tirent déjà parti ou vont tirer parti dans les prochaines versions du fait que c'est de ce nouveau type de données? À ma connaissance, non. Pour l'instant, c'est entre guillemets des raccourcis et forcer les bonnes pratiques. Le côté indexation, analyse de texte, index inversé, doc values, pour l'instant, c'est la même chose. Et est-ce qu'ils vont évoluer et en tirer parti? Je ne sais pas. Je sais qu'ils vont revoir toute la façon dont ils indexent les données de time series, avec je pense un type qui va arriver c'est une pull request, enfin une issue qui est ouverte chez eux. Mais actuellement, je ne saurais pas te répondre à 100%. Donc, je préfère pas te répondre. Est-ce que tu peux faire ton rollover dans le sens inverse? C'est de la donnée froide que tu veux mettre chaude tout d'un coup. Parce que alors oui, si ton nœud chaud est froid et que ton nœud froid est chaud. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, comment ça fonctionne le froid et le chaud? C'est toi qui définis, je vulgarise à fond. C'est ma machine 1 et ma machine 2, c'est des machines chaudes. Et ma machine 5 et 6, ce sont mes machines froides. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'il y en a une qui aura 32 Go de RAM, 78 000 CPU, et l'autre, ce sera pour faire tourner Doom. Bah, si tu inverses le rapport, en fait, tu peux tweaker et faire ce que tu veux. C'est toi qui définis en fait quelle machine est chaude ou tiède, etc. C'est une topologie de node, c'est data underscore, ce que tu veux. Hot, warm, etc. Et tu nous dis que le DataStream, c'est un alias au final. Ça utilise, mais du coup, la fonctionnalité d'alias qu'on utilise pour switcher sans perturber le client, elle disparaît. Comment on s'arrange? Alors actuellement, c'est pour moi une évolution des alias. Les alias existent toujours, et t'es pas la première personne à remonter cette chose-là. C'est que du coup, la gestion des alias, pour tout ce que je vous expliquais avec Dwight, etc., et bien en fait, on l'a un peu perdu. Et du coup, il y a une issue qui est ouverte pour faire des alias de DataStream. Et je pense que ça devrait arriver très très vite. Après, certains vous diront que bien non, vous exploitez toujours votre DataStream et que vous faites les choses dans la DataStream de la même manière si vous les cachez, quoi. Mais c'est pas idiot de mon point de vue aussi qu'on a vraiment des breaking change applicatifs, etc., de pouvoir faire des alias vraiment de DS. C'est une feature qui n'existe pas encore et qui est en étude, qui est pareil, il y a une PR qui est ouverte. Pas une PR, je sais pas, mais une issue du moins. Eh bien, c'est tout noir, donc je vous invite à aller vous restaurer, vous sustenter, prendre un petit café.